Bonjour Henri Guénaud, merci Bonjour. d'être notre invité, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui député, et vous publiez donc chez Plomb La Nuit et le Jour, c'est votre journal, vous avez rencontré notamment votre ancien instituteur, mais surtout vous y racontez 5 années passées à l'Élysée, dans les coulisses du pouvoir. Vous écrivez notamment à propos de Nicolas Sarkozy, un jour le pays se rendra compte du risque qu'il a pris en écartant une telle intelligence, une telle énergie qu'il avait si bien protégée pendant 5 ans. C'est vrai. Alors d'abord, c'est pas un journal, c'est une réflexion sur la politique, le sens de mon engagement à travers des expériences que j'ai vécues, dont évidemment celles des 5 dernières années, dans des circonstances absolument extraordinaires. Oui, un président dont vous louez le courage, l'énergie. Oui, parce vous que ce qu'il a fait pendant la crise, la manière dont il a affronté la crise est exemplaire. Et il a été un des rares hommes d'État au monde à la prendre à bras-le-corps de cette façon. Je pense qu'il y a eu 2 hommes d'État dans cette crise, c'était Gordon Brown et Nicolas Sarkozy. Ils ont tous les deux réussi à passer par-dessus leurs préjugés, par-dessus les préjugés de leur majorité, de leur gouvernement, de leur par-dessus aussi tous les préjugés d'une époque. Voilà, ils se sont révélés comme des hommes d'État. Et s'ils n'avaient pas été là, je pense que la catastrophe aurait été bien plus dramatique. Oui. Et pourtant, détesté, vilipendé, attaqué encore aujourd'hui. Alors je vais vous demander votre réaction. Quand vous avez un journal comme le Corriere della Sera qui dit c'est un homme des services secrets français qui a abattu Kadhafi pour arranger Nicolas Sarkozy face aux accusations de financement de sa campagne de 2007. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut croire que les âneries, ça doit faire vendre du papier, sinon je ne vois pas d'autre explication. Enfin, c'est tellement grotesque. Que voulez-vous dire ? C'est plus du journalisme, c'est du sensationnalisme, c'est tout ça est ridicule. Imaginez un peu un complot visant au milieu de ce désordre, au milieu d'une séance de lynchage par la population, un agent secret qui a assassiné M. Kadhafi. Cette histoire de financement était grotesque aussi, absolument grotesque. Les sommes citées étaient tellement supérieures à toutes les dépenses d'une campagne présidentielle. Et où sont ces millions ? Vous savez, c'était la fameuse phrase de Clémenceau quand on l'accusait d'avoir trempé dans l'affaire de Panama. Il avait fait un grand discours un jour... parce qu'on avait quand même failli avoir sa peau en politique avec cette histoire. Et il disait, où sont les millions ? Voilà, regardez comment je vis, regardez où sont les millions. C'est pareil, où sont les millions, où sont les milliards, tout ça est grotesque. Oui. Et le Daily Telegraph, un autre journal dit, c'est Bachar al-Assad lui-même qui a fourni le numéro de téléphone portable de Kadhafi à la France pour le localiser et le faire abattre. Oui, bon, c'est peut-être l'imam Khomeini de l'au-delà qui a aussi... non, enfin tout ça est tellement ridicule. Oui. Ouais. Alors, dans votre livre, vous n'êtes pas tendre envers François Hollande, par contre. Alors, vous dites, concernant notamment Vichy, le rapport avec Vichy, vous dites, il fait partie de cette France des notables qui cherchent le compromis de manière incessante, ceux qui, à l'époque, n'ont pas voulu Vichy, mais l'ont permis, et François Hollande fait partie de cette famille. Oh non, j'ai pas dit ça, ça c'était à propos d'une émission que j'avais faite à la radio, et j'ai dit, peut-être se sent-il plus proche de cette France-là, la France des petits arrangements, des notables qui veulent toujours s'arranger avec tout, parce que oui, c'est cette France qui n'était pas vichiste, mais qui a permis Vichy, sinon il n'y aurait pas eu Vichy. Voilà, si tout le monde avait été résistant, il n'y aurait pas eu Vichy. Tout le monde ne l'était pas, voilà. Vous savez, François Mitterrand, c'était à propos, je disais ça, à propos d'un discours du président de la République qui m'est resté au travers de la gorge sur le Veldiv. Voilà. Et, la culpabilité de la France. Oui, mais voilà, la France, moi, la mienne, elle était à Londres. Voilà, les choses sont claires. Si la sienne était à Vichy, c'est son problème. Mais la mienne, elle était à Londres. Vous savez ce que disait Mitterrand quand M. El Kabbach lui disait certains demandent à ce que la France excuse des crimes de Vichy. Est-ce que vous allez le faire ? Et Mitterrand répondait jamais, avait-il dit. Jamais. Et d'ailleurs, ceux qui le demandent sont des gens qui n'aiment pas leur pays. Monsieur François Mitterrand. Donc que Monsieur Hollande aille réviser ses classiques. Ma France à moi, elle était à Londres, elle n'était pas à Vichy. C'est peut-être une différence entre nous. Voilà. Alors, c'est fondateur dans ce livre, et notamment vous y parlez longuement de Philippe Séguin. C'est pas superficiel, c'est pas un détail, c'est pas juste un problème d'historien, c'est un problème moral. Parce que si on accepte que la France est coupable, alors, sur quelle base peut-on condamner ceux qui ont aidé les bourreaux, ceux qui ont aidé les tortionnaires, s'ils n'ont fait que servir leur pays ? Voilà, tout ça. Oui. C'est ça qu'on va apprendre à nos enfants ? Sur un plan économique, Henri Guénaud, Valérie Pécresse, encore ce matin, disait on a commis une erreur au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy en ne réduisant pas suffisamment les déficits. Vous reconnaissez aussi cette erreur ? Non.
Je ne la reconnais pas. Je pense que c'est une analyse erronée de la situation, parce que si on avait fait une politique restrictive au moment où la crise arrivait, eh bien, ça aurait été désastreux. Voilà, on doit à Nicolas Sarkozy d'avoir précisément, en réunissant le G20 et en mettant tout le monde autour de la table, fait en sorte que tous les chefs d'État et de gouvernement fassent une politique de soutien de l'activité au moment où tout s'effondrait. Et on a eu raison quant à au début du quinquennat, la fameuse loi TEPA, le fameux paquet fiscal. Il a produit ses effets précisément, ses pleins effets dans la deuxième moitié de 2008, c'est-à-dire au moment où l'activité avait besoin d'être soutenue. Donc, a posteriori, en tout cas, on a eu parfaitement raison de procéder ainsi. Si on n'avait pas soutenu l'activité fin 2008 et en 2009, tout se serait effondré. Voilà. Donc, je pense que chacun devrait être un peu plus sérieux dans ses analyses économiques. Oui. Voilà. Alors, notamment, c'est une divergence. Oui. Jean-François Copé qui parle, lui, de la droite décomplexée. Il écrit un livre d'ailleurs, Plaidoyer pour une droite décomplexée. Vous êtes aussi pour une droite décomplexée, qui dénonce notamment le racisme anti-blanc. C'est une expression que je n'aime pas, la droite décomplexée, parce que moi, je ne me suis jamais proclamé de droite, et j'ai dit, il a parfaitement le droit. Nicolas Sarkozy l'avait fait d'ailleurs en 2004 ou 2005. Après, il avait renoncé à cette expression. Moi, je ne suis pas de droite décomplexée, je suis un gaulliste décomplexé. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ouais. Et j'assume. Ouais. Pour parler deux mots de la politique internationale, il va y avoir un sommet de la francophonie à Kinshasa. On annonce un discours de François Hollande. Certains disent que ce sera le discours anti-Dakar, c'est-à-dire par rapport au discours que vous aviez écrit avec Nicolas Sarkozy à Dakar. Et ce sera le contre-pied de ce discours qui va être prononcé. Ça prouve bien que nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose. Voilà, s'il fait un discours anti-Dakar, ça prouvera qu'il prend le contre-pied de ce qui a été dit dans le discours de Dakar, qui me paraît à moi toujours quelque chose de tout à fait souhaitable. Que disait le discours de Dakar? Il disait à l'Afrique, à jeunesse africaine, prends ton destin en main. Et si le monde ne te plaît pas, ne l'accuse pas de tous les maux dont tu es victime. S'il ne te plaît pas, change-le. Et nous le changerons ensemble, changeons-le ensemble, faisons un partenariat à part égale, à responsabilité égale, cessons d'avoir ce rapport de condescendance que l'Occident a vis-à-vis de ses anciennes colonies, sortons du néocolonialisme, du postcolonialisme, soyons des partenaires et changeons le monde. Voilà, non, le discours de Dakar, moi je l'assume, j'en assume tous les mots. Nicolas Sarkozy a eu raison de le prononcer et ça restera. Quoi qu'en pense la gauche, quoi qu'en pensent les imbéciles qui sont allés s'excuser sans même avoir lu le discours et en dénaturant les citations qui sont faites, ça restera un grand discours. Voilà, c'est le discours où on a le plus condamné le colonialisme. Première fois qu'un chef d'État français condamne à ce point le colonialisme, sans pour autant considérer que tous les colons étaient des criminels et que tout ce qui a été fait était mauvais. C'est un discours de grand respect, de grand amour pour l'Afrique. Voilà. Maintenant, tous ceux qui ont fait de la victimisation de l'Afrique leur fonds de commerce, évidemment, ne pouvaient pas être d'accord et ont une fois de plus critiqué, caricaturé, menti, traîné dans la boue. Bon, mais ça a été l'histoire de tout ce quinquennat, il faut assumer. Merci Henri Guénaud. La nuit et le jour, voici donc ce livre témoignage publié chez Plon avec votre ton et puis beaucoup de références historiques. Vous savez pourquoi ils ont votre tellement parcours. Ils ont tellement haï parce qu'ils voulaient gouverner. Voilà. Oui, c'est ce que vous dites, hein, vous voulez prendre le pouvoir. Parce qu'ils voulaient gouverner, comme le général, pourquoi ils ont haï De Gaulle? Parce qu'ils voulaient gouverner toutes les féodalités, tous les groupes, tous les partis. Eh bien voilà, maintenant, voir que M. Hollande ne veut pas gouverner, c'est pas pour ça qu'il est aimé. Hein. Merci Henri Guénaud d'avoir été notre invité. Voilà. Merci.